Et donc je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai eu envie de dire qu'on part de loin, je ne connais pas grand chose, mais j'ai découvert plein de choses aujourd'hui, donc je voulais vous remercier. Et effectivement, la mobilité aérienne, ça nous parle un peu à Toulon, pour plusieurs raisons, parce que on a un réseau à 3 dimensions, on sait gérer plutôt bien le terrestre, hein, on en a parlé tout à l'heure, les échanges étaient intéressants. À Toulon, on a géré le maritime, puisqu'on est devenu le premier réseau bateau-bus de France, et puis on a aussi le téléphérique. Mais il n'y a pas la neige. Les gens prenaient le téléphérique pour faire des descentes, effectivement. Mais donc voilà, on a cette mobilité aérienne avec du câble, donc du guidé. Et les sujets aujourd'hui, c'est d'enlever ce câble pour faire du transport un peu différent. Et c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement. Alors on se doit d'avoir une veille technologique un peu sur tous ces sujets-là. Et je vois que du côté de Cannes, ils sont assez bien structurés sur ce sujet-là. Nous, on l'est un peu moins. Mais la question s'est posée très récemment, puisqu'on a renouvelé une délégation de service public pour faire du transport vers les îles, parce qu'on opère aussi vers les îles, et se pose la question des bateaux, et puis la partie environnementale sur ces bateaux. On a des bateaux qui sont plutôt gros, parce que l'été on a beaucoup de monde qui veulent aller sur les îles, et puis aussi parce qu'on a des conditions de mer qui font que c'est compliqué d'avoir des bateaux plus petits. Et donc on se retrouve en situation plutôt l'hiver ou basse saison avec des gros bateaux, peu de personnes dedans, du transport de logistique à faire. Et on se dit que le modèle économique et surtout environnemental n'est peut-être pas forcément le plus approprié. Merci Sébastien. Donc pour revenir sur l'aspect usage insulaire, vous êtes sur des réflexions plutôt de transport de personnes, mais aussi l'aspect logistique, l'aspect courrier, parce que je sais que par exemple sur d'autres îles, d'autres métropoles pas loin, il y a un peu des réflexions sur ce sujet. Alors oui, globalement, quand on va sur des îles, il y a peu de personnes qui ont besoin de vivre, et il y a des personnes qui font vivre aussi les îles. Donc il y a des flux de personnes et il y a des flux de marchandises. Nous, avec nos gros bateaux, on s'est dit que ça serait bien de mutualiser le flux de personnes avec le flux de marchandises. Et souvent, l'hiver, il y a un service qui est fait pour la marchandise, principalement, et il y a quelques passagers qui l'empruntent, et donc on mutualise les services. Donc effectivement, cette réflexion, elle porte aussi bien sur le transport de personnes que sur le transport de marchandises. Et on se dit qu'effectivement, le transport aérien pourrait être aussi mutualisé, ce qui permettrait de réduire les coûts et d'avoir un service qui peut être accessible au plus grand nombre. C'est vrai que quand on parle mobilité aérienne, on est plutôt sur la qualité de service supérieure, avec un coût supérieur, et pas forcément accessible à tous. Nous, autorités publiques, on essaye de faire en sorte que l'ensemble de ces modes puisse être accessible au plus grand nombre. Et souvent, on a des personnes aussi précaires sur les îles, et donc l'idée c'est d'essayer de faire un service qui, économiquement parlant, puisse trouver un équilibre. Et le transport de marchandises peut être un vecteur de mutualisation et donc d'optimisation des charges et donc des recettes. Ça, je avec la casquette avec les Casquette plus industrielle, c'est intéressant de voir ces initiatives sur le territoire. Effectivement, en région, on a un OIV, rien d'autre que la Poste, qui réfléchit à ces sujets-là et qui serait sans doute intéressé pour essayer d'expérimenter des choses sur le territoire de CPL. On travaille aujourd'hui vers le Frioul, par point de vue navette, ils réfléchissent un peu plus au nord du côté de Grenoble sur la logistique en site isolé ou autre. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'un OIV comme la Poste. Pour avoir un accès, donc là je vais vous présenter le côté purement usage. Notre job Lifelines, c'est on parle souvent en logistique du dernier kilomètre. Nous on s'occupe vraiment du dernier mètre, presque du dernier centimètre. Notre vision et le service que nous proposons aux hôpitaux principalement, c'est quand une infirmière fait un prélèvement,
qu'elle n'ait pas besoin, comme aujourd'hui, d'aller courir au bout de l'hôpital pour déposer au laboratoire. Je caricature un petit peu, mais c'est assez courant. C'est au contraire qu'il y a un système automatique, toute une chaîne entièrement automatique qui fait que... Ah bah c'est très automatique. C'est peut-être plus efficace hein, d'avoir en effet un transporteur comme ça. Bref, de pouvoir amener le prélèvement du manière entièrement automatique de laboratoire, soit du centre de l'hôpital, soit évidemment au laboratoire technique à distance. Et inversement, il y a maintenant de plus en plus dans les hôpitaux des pharmacies centrales. L'idée, c'est comme l'industrie d'il y a 30 ans. Hein, comment avoir des gros plateaux techniques, soit des gros laboratoires centralisés, où il y a plein d'établissements qui vont amener leur prélèvement à distance, soit aussi des grosses plateformes pharmaceutiques qui vont livrer à plusieurs établissements. Donc d'où on voit tout de suite que l'essentiel, c'est d'arriver à maîtriser d'une infirmière qui fait son prélèvement, d'envoyer à un laboratoire, un plateau technique qui peut être à 10, 20, 30, 50 km, ou de la plateforme pharmacie centrale, l'envoyer vraiment dans la main de l'infirmière à tel moment. D'où donc notre job en tant que vraiment utilisation, donc vraiment cas d'usage. Hein, donc on est vraiment dans ce cas-là. Hein, que les hôpitaux, ils ont ces besoins de maîtrise du temps et de l'espace, avec ce thème central. Hein, je crois qu'on en parle assez dans les médias. Comment sauver le temps soignant, hein, que les infirmières ne passent pas. Il y a un directeur d'hôpital qui disait j'en ai marre que mes techniciens fassent le pigeon voyageur. Voilà, chacun fasse son métier. Et il y a le temps à gagner, hein, je vais un peu vite, je vous ai donné 8 minutes je crois, donc je vais aller vraiment à l'essentiel. C'est cette idée. Hein. Donc concentrer sur la technologie et toutes ces briques technologiques dont on parle, qui soient transparentes pour l'utilisateur. Hein. Et il y a un besoin de transport. Nous, notre idée, c'est qu'on soit un peu les UPS, hein, mais pas livrés à la porte, mais vraiment livrés dans la main de l'infirmière. Donc il y a ce côté dedans-dehors. Là aussi, pour parler quelques volumes, quand on parle de centres hospitaliers, bien que les Bouches-du-Rhône, il y a 13 centres hospitaliers indépendants, bien sûr la PHL, Martigues, la Fiota, Aubagne. Donc chacun, ils ont leur pharmacie, leur centre de biologie. Certains sont à 15 km les uns des autres. Vous voyez déjà tout de suite comment on peut faire une optimisation de tous ces moyens. Sachant qu'un centre hospitalier a lui-même 3 ou 4 établissements physiques. Hein, la PHL, mais au moins 4 établissements profondément différents, la Timone et l'hôpital Nord. Donc c'est vraiment les cas de figure à peu près partout, hein, sur le territoire français et ailleurs. C'est des enjeux absolument généraux. Donc je disais, bien sûr, l'objectif de ce flux entièrement automatique, hein, qui est essentiel, donc inter-établissement, par les drones, hein, bien entendu, mais avec les robots à l'intérieur des établissements, des drones roulants, on prend le terme robot, et qui est cette continuité hein, entièrement automatique, traçabilité, aussi type UPS. Hein. Je vais surtout m'attarder sur ce schéma, que je trouvais plutôt sympa dans ce cadre. C'est vraiment fait une étude faite par le CHU de Lille avec Centrale Lille. Et ils se disent qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour améliorer leur logistique. Hein, bien sûr, tout ça c'est pas mal précisé en fait, hein, et ils ne savent pas quoi faire. Donc du coup, ils ont fait une étude comparative avec l'aéronautique, donc on est plutôt bien placé. Et on voit qu'en aéronautique, il y a plus en plus de vols, et heureusement, il y a moins en moins d'accidents, et ça se passe plutôt bien. Et donc, ils ont fait l'étude comment l'aéronautique arrive à ce résultat. Donc, si on voit les avant-dernières phases, hein, c'est tout ce qui est instrumentation, ça c'est un peu classique, hein, savoir qu'est-ce qui se passe réellement, avoir des chiffres, et derrière, faire de la recherche. Et vous voyez que la logistique hospitalière, ils ont amélioré le facteur humain, il y a quand même pas mal de retours d'expérience, pas mal d'organisation, hein, ils ont sous-traité. Il y a des sites qui utilisent des scooters, hein, entre sites, 4 h sur 24, 7 jours sur 7, hein, des gardes scooters, toutes les 20 minutes, d'un site à l'autre. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont à peu près à l'équivalent de l'an 2000, par rapport à l'aéronautique. Ils ont besoin d'informations, voilà. Ils ont besoin de capteurs, ils sont aveugles, tout simplement. Tout ce qui était humain, tout ce qui était évident a été optimisé. D'où aujourd'hui, justement, on a parlé tout à l'heure des données, hein, des données de drones. Ils n'arrivent pas, même pas à mesurer le nombre des flux, et quels sont les temps de retard, qu'est-ce qui se fait dans la journée, qu'est-ce qui se fait le soir, qu'est-ce qui se fait le week-end. On voit bien sûr qu'il y a des différentes techniques. Donc ils ont besoin d'instrumentation. Une fois qu'ils ont vraiment une image d'où ils perdent du temps, ils pourront optimiser l'organisation. Donc on tombe tout à fait sur cette notion tout à l'heure, la qualité des données d'entrée. Hein, et c'est là où on fait compte d'une manière un peu paradoxale
le fait de pouvoir faire des expérimentations avec des drones, de pouvoir ainsi avoir un suivi très précis de ce qui se passe, va leur permettre de se dire, mais au fait, l'imaginaire qu'ils avaient sur leur flux, et donc sur les manques les problèmes qu'ils rencontrent, ils seront un peu mieux. Pourquoi? Parce que je reviens un peu en arrière. Tout ça marche comme pas trop mal, même si je vous invite à ne pas être malade, hein, c'est toujours mieux de ne pas aller à l'hôpital, mais ça marche pas trop mal parce que quand il y a des blocages de flux et d'organisation, tout simplement c'est des personnes qui passent leur temps à boucher les trous, à faire le boulot, du coup il n'y a aucune trace. Et donc ça marche sur la bonne volonté des infirmières, voire des médecins qui parfois changent leur voiture. Donc j'ai trouvé vraiment ce slide assez intéressant. L'enjeu n'est pas que de gagner 10% sur un gars qui transporte une voiture et est remplacé par un drone. Bon, c'est bien sympathique, mais l'enjeu est beaucoup plus long que ça. Hein, il s'agit bien d'avoir des outils, de vraies améliorations. Voilà, donc, les conséquences de tout ça, c'est quand même meilleur soin. Au passage, évidemment, quand même, c'est pas rien, on en parle beaucoup dans la politique, hein, c'est les déserts médicaux. Hein, là aussi, on travaille ça de très près. Tous nos politiques parlent beaucoup de la télémédecine, de la médecine personnalisée. Hein, donc, on voit plein de sujets très bien conçus. Hein, c'est la même remarque que tu as fait tout à l'heure. Il n'y en a aucun, rien. Il y a un moment, il faut envoyer un médoc dans la maison médicale, il faut envoyer la poche de sang à la bonne personne. Il n'y a rien, tout simplement. Donc là aussi, vous pouvez penser que la techno suivra, mais à nous de la faire suivre. Hein. Donc voilà, pour terminer, voilà un peu là c'est un peu qu'on a fait déjà quelques années, hein, c'est à Brienne-le-Château et comment l'envoyer sur 3. Ce sont des choses qui sont maintenant faisables. Voilà. Il y a un sujet quand même important en dehors du space qui est celui de la navigabilité de l'objet qui va être le coursier. Donc avant de parler du space, il y a la question de quel est le niveau d'intégrité de la machine qui va voler. Ensuite, quand on a la machine qui a le bon niveau d'intégrité, quand on regarde la réglementation européenne, dans des cas comme ça, au moins zone habitée, donc au moins du SAIL 4, voire un niveau de certification de type Part 21, donc là on est presque dans on est dans l'aéronautique grandeur, on le fait voler où? Et c'est à ce moment-là qu'on se demande, on va le faire voler où? Et le niveau de certification ou de niveau de safety de la machine va aussi nous donner ou non la contrainte d'utiliser un use space plus ou moins rigoureux, plus ou moins contraignant pour la machine. Si évidemment on a une machine qui a un niveau de certification très bas, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de pannes par heure de vol importante, ça va revenir aux problématiques que vous allez avoir sur votre territoire, on va avoir un use space qui va être très exigeant, qui va éviter toutes les zones peuplées, qui va vous imposer des hauteurs de vol plutôt basses, qui va vous imposer du géocaching pour pas que la machine s'évade et aille percuter un autre aéronef ou un autre usager. Et donc le use space va être très contraignant. Si on a une machine qui est très certifiée, qui ressemble à un hélicoptère piloté par un pilote, donc qui est SAIL 5, 6, voire Part 21, la certification, finalement on n'aura peut-être même pas besoin de use space. Ce que disait l'autorité européenne ce matin, via le transpondeur, via la VHF, on va gérer le vol de Lifeline comme ferait le pilote d'un hélicoptère du SAMU. Donc oui, le use space, c'est un outil. C'est un outil qui va nous permettre de traverser le ciel, mais ça va dépendre du niveau de certification de la machine. Voilà ce qu'on peut compléter. D'ailleurs, c'est une très belle image. Là, on voit à l'arrière la ville, le drone devant, mais on ne survolera pas des villes avec un drone qui n'est pas certifié. Au niveau du transport, c'est pas anodin ce qui est dedans. Du coup, est-ce qu'il y a une classification qui a été faite? Et avec ces deux réglementations, on a maintenant la possibilité d'avoir des marchés qui vont s'ouvrir. Et quand on dit ça, comme vous dites M. Pavageon, on parle déjà de 5, 8 ou 10 ans. Et c'est des temps très longs. D'une manière contre-intuitive, le transport de poche de sang, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple, puisque c'est un produit qui a été complètement travaillé, qui est parfaitement connu, donc qui n'est pas du tout toxique, qui a une grande valeur évidemment, monétaire et symbolique. Par contre, c'est peut-être ce genre de produit qu'on peut transporter le plus facilement. Un prélèvement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce qu'on va les faire analyser après, c'est ce qu'il y a de plus sensible.
Hein. Donc, et là, le poche de sang, les coûts de transport de l'EFS, c'est absolument considérable. Il y a aussi une problématique qui a été remontée précédemment, qui est par rapport à la lutte aviaire. La problématique des oiseaux qui pourraient venir attaquer le drone, que ce soit dans ce cas-là ou dans d'autres spaces. Même si la machine est certifiée, elle peut être perturbée par ce genre d'éléments. Alors, lutte aviaire, c'est dur, hein. C'est nous qui allons dans leur environnement. Mais effectivement, il y a un vrai Lutte, c'est sujet. pas forcément éliminer, mais. Il y a un vrai sujet aviaire, bien sûr. Sachant que si on évite les périodes de nidification, qu'on évite d'aller embêter les rapaces, ou on parlait tout à l'heure des goélands, dans ces périodes-là ou dans ces endroits-là, on se rend compte, je prenais l'exemple de la Poste, ils ont, contrairement à d'autres qui sur Internet racontent tout et n'importe quoi, ils ont parcouru depuis le début de leur programme quelques 6000 km, ils n'ont jamais eu, pourtant en zone peuplée par des rapaces et autres, ils n'ont jamais eu d'agression, ils n'ont jamais eu d'attaque. C'est ce que j'allais dire, hein. Pour ce genre d'Evitol, il va quand même à 100 km/h. Donc là, le goéland, il n'est pas tout à fait dans sa compétition. En plus, comme il décolle, bon, là où il est plus sensible, au milieu de l'hôpital, où il atterrit, donc c'est quand même pas des lieux voilà, Très fréquenté. Donc du coup, dans ce genre de transport, on est relativement tranquille. Peut-être pour finir sur ce point, sur l'ouverture des marchés, il manque peut-être quelque chose, et c'est intéressant, Hubert, d'avoir des territoires du coup aujourd'hui avec nous, parce qu'on a la réglementation sur la navigabilité, on a celle sur les espaces aériens, et la fusion des deux pour pouvoir adresser les marchés, ça va être des territoires d'expérimentation. Et donc là, pour le coup, avoir des territoires qui veulent expérimenter des choses, qui savent trouver des financements pour permettre à des entreprises de la région d'expérimenter les technologies de demain, on est dans cette phase-là de l'économie du drone ou du marché du drone. C'est pour ça qu'effectivement, sur ces sujets-là, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un peu la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois effectivement les fournisseurs de techno, que ce soit le vecteur ou effectivement les solutions type USpace ou ETM associés, mais également le cas d'usage. Et le cas d'usage, ça va être un client final, comme un hôpital par exemple, et un territoire, comme une métropole, comme une région qui effectivement a le souhait également d'apporter un service équitable à tous ses citoyens, et donc qui est intéressé par le développement de ces services et de ces solutions. Donc l'objectif qu'on a et sur lequel on travaille pour le SAFE, c'est essayer de fédérer et d'aider les industriels, c'est compliqué d'aller taper aux portes des uns et des autres, donc de les aider pour essayer de trouver des environnements, des territoires, avec les cas d'usage, on va retrouver l'utilisateur final, le territoire, les partenaires fournisseurs de services, et où effectivement on peut bâtir les choses. C'est un peu ce qu'on est en train de faire sur le cas de la logistique médicale, avec des solutions qui existent comme celle de Lifeline, où on travaille avec chaque territoire, l'hôpital public, le laboratoire privé, l'agence régionale de la santé, la métropole ou le département quand on est dans des zones isolées, pour définir effectivement un cas d'usage et un service avec une visée, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas aller vers une solution qui soit définitive, complète et qui réponde pleinement aux besoins, mais qui est dans l'optique d'y répondre, et donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Merci. Merci, je suis désolé, je vais me clipser, mais en tout cas, merci. Sur les cas d'usage, merci Marc. Sur les cas d'usage, on va finir avec avec une plateforme aéroportuaire et un peu l'intérêt qu'elle voit dans ces nouvelles solutions. Donc Pierre, Donc Pierre Signoret, on vient de prendre en concession l'exploitation de l'aérodrome de Salles-Rivière, qui est au pied des Alpes. Et dans le cadre de cette réflexion, alors je suis tout neuf dans ce métier et dans vos discussions, et j'apprends énormément appris aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la transition, elle allait très bien, parce que ce qu'on a découvert, ce qu'on imagine découvrir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a répondu à un appel d'offres pour exploiter un aérodrome, donc, qui n'a pas une vocation économique extraordinaire, en plein parc naturel, donc il y avait des conditions assez imposées. Et donc on est parti de la réflexion, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour que ça fonctionne économiquement à minima. Et petit à petit, en découvrant votre monde, le monde général de l'aéronautique, plus tout ce qui se va à côté, on a continué à faire cette évolution. Et à mon avis,
on peut être une très bonne base justement d'essai de centraliser, parce qu'on centralise en fait tous les points qui ont été discutés depuis ce matin, et dans les usages, et dans la nécessité d'avoir quelque chose de très automatisé. Il faut dire que l'aérodrome aujourd'hui il est juste utilisé pour du loisir. Alors, le loisir partant, et c'est intéressant pour la partie drone, de l'aéromobilisme, donc sur les 200 hectares, il y a une zone de à peu près 60 hectares qui sont dédiés à l'aéromobilisme. Donc ça peut être une zone d'essai intéressante. Le projet prévoit de restructurer, il y a à peu près 13 000 m² de hangars aujourd'hui, mais des hangars type 2001, assez vieillissants, et on a, donc pour équilibrer, pour être franc, le projet, on a pensé de suite à l'énergie et au photovoltaïque. Donc on a 20 000 m² de hangars à faire, tous en toiture photovoltaïque, en brouillard, donc on va produire à minima 7 MW de puissance crête, et peut-être même beaucoup plus puisqu'il y a du sol possible. Donc qui dit photovoltaïque, on a pensé électricité. L'électricité, on s'est dit, tiens, on pourrait, vu qu'on est dans un parc naturel, on pourrait accompagner l'aviation électrique, donc mettre des bornes de recharge électrique, etc. Et puis en se renseignant, on a vu que de l'électrique, on pouvait passer à l'UVTOL assez naturellement. L'UVTOL mixte, c'est-à-dire l'UVTOL qui peut être ceux qui sont à décollage pas forcément vertical, comme certains qui ont 9 places et qui peuvent faire du mixte, c'est atterrir en vertical et décoller comme les Lilium. Après on a tous les autres. Donc on s'est dit qu'on était une place qui pouvait accueillir ce genre de ça, c'est comme ça que je me suis rapproché du policier. Et si on veut pousser le raisonnement, on peut avoir de très fortes puissances, parce que toutes ces aviations, alors moi je suis plus à la taille dit dessus, du VTOL, cette taille-là, il y aura forcément des besoins de recharge très rapides et de forte puissance, parce qu'aujourd'hui, ABB travaille sur des bornes de recharge de 500 kW ou 1 MW, donc il faudra avoir la puissance électrique et tout le monde ne pourra pas l'avoir. On est un aérodrome non contrôlé, donc on a aussi imaginé un système de mise en place, et là aussi on s'est rapproché des pôles safe pour réfléchir à un système de mise en place d'automatisation de toutes les opérations d'aérodrome. Bien sûr, on n'a pas c'est vraiment du contrôle VHF et de la discussion par VHF. Donc comment on arrive à savoir si un avion atterrit, s'il peut atterrir. Alors là, c'était pour un problème au départ uniquement économique, de dire comment je peux faire payer ma taxe d'atterrissage parce que j'ai personne sur place. Mais petit à petit, on s'est dit pourquoi pas le drone ne pourrait pas décoller le matin pour aller faire l'inspection des pistes. Pourquoi pas ces données, on ne pourrait pas les utiliser pour diriger celui qui arrive sur la plateforme vers son hangar. Donc il y a plein de choses, et puis du coup on revient au drone à l'IVTOL, et s'il y a des IVTOL qui sont là sur la plateforme pour se développer, pour avoir un lieu de recherche, comment on fait communiquer tout ce monde-là, discuter, parler, et donc voilà où on en est. C'est-à-dire je pense qu'on a peut-être un lieu d'expérimentation très sympathique, qui est très facile d'accès, qui n'est pas très loin de l'eau, parce qu'on parlait de l'eau aussi, avec la possibilité de survoler des zones qui sont quand même beaucoup moins urbaines. Et je pense qu'il y a un environnement très propice à permettre ce développement. Et puis n'importe comment, les premiers IVTOL décolleront d'aérodromes, ce sera plus facile de les faire décoller d'aérodromes que d'immeubles dans un premier temps, je pense. Voilà, on commence à apprendre autour de ce sujet-là, et on aimerait bien réfléchir avec Maxime sur ces... Et sur l'aérodrome, il y a une offre également immobilière de... Aujourd'hui, il y a 20 000 m² de hangars qui seront dédiés. Je pense qu'on ne remplira pas 20 000 m² de hangars avec des avions de loisirs. Donc c'est tout à fait ouvert à tout ce qui est possible. Même la logistique, on a imaginé, on n'est pas très loin d'autoroute. Pour des essais, ce ne sera pas des entrepôts logistiques à pleine masse. On n'est pas loin des Alpes, donc il y a aussi les essais possibles de drones pour la sécurité incendie, il y a plein de choses. Voilà, donc c'est plus une ouverture d'esprit. Une vraie compétence qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'on a une réflexion. Donc je ne sais pas si ça suscite des... Ah oui, je vois que l'aéroport. Bonjour à tous, Leonardo Cagnon, je représente l'aéroport de Marseille. Un aéroport différent mais avec des enjeux similaires. Donc, un aéroport, bientôt 10 millions de passagers, on a
300 hectares plutôt côté piste. Et c'est un jeu des drones et VTOL. Et pour nous, ils sont intéressants, ils deviendront un jour ou un autre. Déjà, on a une forte offre et fret. Donc on a DHL, CM1, CGM, on a UPS, on a le secteur des fret qui se développe. Et, mais également pour introduire ce trafic VTOL. Et on a réfléchi un petit peu sur la démarche et ça demandera toujours un besoin d'un trafic qui justifie de mettre en place un peu ce type de transport. Et pour la partie drone, avec l'intégration de l'US Space, ça va venir. Ça, c'est clair, ça c'est en fait toujours une demande, une volonté des opérateurs, surtout des fret, à ces stades-là. Et pour les transports publics des passagers, et on se pose toujours la question. Et bon, il y a la réglementation sur les infrastructures des vertiports qui était parue par l'Agence européenne et la DSA l'année dernière et qui nous ont déjà fait une fiche de route comment construire un vertiport. On peut le placer au sein de notre plateforme. Et d'autres problématiques qui se posent pour ce type d'infrastructure, déjà c'est les besoins énergétiques. Aujourd'hui, on parle plutôt de machines plutôt électriques qui nécessiteront également une recharge assez rapide pour faire face en fait à un flux des VTOL ou des aéronefs de ce type. Bon, ça c'est une première demande. La deuxième, c'est la demande incendie. Avec les batteries au lithium, c'est très difficile de les éteindre. Et côté réglementaire, il y a toujours en fait un petit creux là-dessus. C'est quelque chose pareil qui va demander un gros effort. Et un troisième, c'est bon, on a du foncier, mais en même temps on n'a pas. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre à disposition en fonction du futur trafic et de l'usabilité. On sait par exemple qu'on peut avoir des revenus assez intéressants sur les parkings, comme dans beaucoup d'aéroports. Quand on parle en fait de mettre en place un vertiport pour développer ce type de transport, on est toujours dans les... Ok, on prévoit quelle surface pour quel type de machine, est-ce qu'on prévoit un aérogare pour traiter les passagers qui ont emprunté les VTOL, que ce soit pour aller, on va dire, dans l'agglomération ou faire un transport interrégional. C'est en fait des sujets qui ne sont pas trop clairs, voilà, qui nécessitent quand même de l'intégration des futurs acteurs du territoire. Donc nous, on va dire techniquement, pour mettre en place les choses, et on essaie de suivre la réglementation, on essaie d'intégrer ces besoins déjà dans notre schéma général, le schéma de proposition générale, qui un jour ou un autre, je ne sais pas, dans les 10 années à venir, ou peut-être au moyen ou long terme, il faudra quand même intégrer. Au niveau européen, on a appris pareil, il y a plusieurs aéroports, donc on parle déjà d'ADP qui feront de l'expérimentation avec les Jeux Olympiques. À Rome, il y a un jubilé qui est normalement un autre centre des tests entre Rome et les centres-villes de Rome. Mais à Munich également, par exemple, ils ont fait ce type d'exercice d'implanter déjà un vertiport pour faire une liaison centre-ville. Donc on pourrait s'inscrire là-dessus, mais on part toujours avec des données effectives sur le transport. D'accord. Et pour revenir sur Eguerre, peut-être que Eguerre pourrait être un peu un laboratoire pour après dupliquer effectivement sur des aéroports de dimension plus grande. Il y a peut-être des moins soumis au trafic. Voilà, il y a peut-être effectivement des intérêts communs à travailler des briques ou des usages sur des sites comme vous qui effectivement sont dans une dimension moins importante qu'un aéroport marien. Il y a même une société qui nous a approché il y a 2 ans parce que le projet a mis du temps et qui imaginait une liaison VTOL, d'ailleurs Alpi marinienne. Donc on va peut-être ressoulever le couvercle. Côté ADP, mais c'est plutôt Hologarde qui est là. Mais bon,